considères-tu, toi, un Québécois ou un Franco-Ontarien? Un Québécois? Ah. Même en demeurant ici? Bien oui. C'est le monde à Québec. Qu'un vrai Québécois, il n'y a pas d'erreur. Il y a 460 000 francophones en Ontario. Ils représentent la minorité française la plus importante au Canada. Au sud de la province, ils sont travailleurs d'usine, à l'est, cultivateurs, et au nord, mineurs et bûcherons. D'abord, dans l'Ontario, ça payait plus que dans Québec pour travailler dans le bois. Après 150 ans de lutte pour faire respecter leur droit de vivre dans leur langue et leur culture, les Franco-Ontariens restent dans leur province des citoyens de seconde zone. On parle français dans l'intimité de la famille et on travaille en anglais. Vous êtes originaire de quelle région, vous? D'affaires du Québec. À quelle place? À Saint-Octave-de-Métis, puis Métis, Petit-Métis, Beach, puis toutes ces places-là. Rimouski, puis Sainte-Flavie, puis Rivière-du-Loup, toutes ces places-là. En 1943, voici comment le premier ministre de l'époque, George Drew, concevait la présence des Franco-Ontariens. Il n'est pas injuste de rappeler aux francophones qu'ils sont une race de vaincus et que leurs droits n'existent que grâce à la tolérance de l'élément anglais, lequel, avec tout le respect dû à la minorité, doit être considéré comme étant la race dominante. Mon père, il vient du lac Gagnon, Vallée-Lac. Il vient de Saint-Anne-des-Plaines. Il était au monde Saint-Anne-des-Plaines. C'est emmené ici en quelle année? C'est emmené en 24. 1924. C'est emmené son frère arrivé un an avant lui. En 23, son frère arrivé. Mon père en retour. Il vient en British, il a de bon argent à faire, 15 ans. C'est-tu pour les mêmes raisons? Ben, c'est... Ben oui, juste pour... Il y avait du voir en masse, puis là-bas, il n'y avait pas de masse. Dans un antique, il n'y en a pas. Il n'y a pas de droit? Ben, un peu. Une pièce par jour. Dans mon gagnait une pièce par jour, c'était pas grand-chose, hein? La canne à lunch sous mon bras, envoie des pierres, envoie dans le bois. Le chemin est rough, il est plein de bosses. Je vous dis que ça c'est dur, c'est trop. Là on commence à me charger, puis je fournis pas à t'applaudir. Nous v'là rendu au highway, les school bus finissent pas s'arrêter. Et maintenant Passatica, les chars là-bas nous voient pas. Et maintenant rendu à Cap, y a pas d'erreur, la balance ouverte. Là il vous donne une amende, 100 piastres pour lui, pas différent. Et maintenant sur le chemin de glace, je vous dis que ça c'est pas des farces. Arrivé au beau petit scalaire, autant en masse et pas peur. On s'en tourne trop et brisé, comme des raisons pour le réparer. Si par miracle il est pas cassé, on se lave un peu, on va se coucher. Et le lendemain matin, c'est toujours à recommencer. Oui, toujours à recommencer. Dans le comté de Cochrane-Témiscamingue, c'est 48 de la population. Quand tu arrives avec Sudbury puis North Bay, là, c'est à peu près 30 de la population qui est francophone. Puis ici, dans la région ici, là... Dans la région ici, c'est à peu près 75 de la population qui est francophone. Qui est francophone? Oui.
Mais comment ça se fait qu'il y a du monde qui parle français par ici, dans le nord d'Ontario? Parce qu'on s'est établi ici. Dans les années 1910, là, assez tard, là, comme 1917, 1918, il y avait eu, le gouvernement d'Ontario avait fait une campagne en Europe pour avoir des néo-Canadiens pour peupler le Nord, quand ils ont découvert les richesses naturelles du Nord. Mais en même temps, il y avait des prêtres colonisateurs. Puis là, ils faisaient beaucoup de recrutement. Puis comme il y avait beaucoup de chômage au Québec, puis qu'il y avait un manque de terre, ben les gens sont venus s'établir ici. Puis les prêtres colonisateurs disaient que c'était l'extension naturelle du Québec ici. Puis c'était facile pour les gens d'y croire parce que quand ils s'en venaient ici, c'était français partout. Alors, ils se sentaient chez eux, ils se sentaient au Québec, là, en Ontario, mais au Québec, un peu dans les deux. Bien difficile. J'ai pleuré, puis j'ai poussé l'herbe dans bien des places. Vous savez, quand on n'a pas connu, hein? J'arrivais ici, là, dans des petites maisons. Là, dans des petits cracks, là, vous savez, là, quand on n'a jamais vu ça, là, pas d'eau. Rien de commodité. Tu gelais en plein jour, tout gelait dans la maison. C'est pour ça qu'on s'est conservé. C'est parce qu'il m'a fait des bottes tout gelées. Mais moi, je pense que le goût du Nord, là, il y a des gens qui l'ont pris, tu sais, même si on trouvait ça difficile initialement. Mon grand-père maternel, quand il est arrivé à Moonbeam, c'était au mois de juin, en 1918. Puis le premier soir, il avait 18 ans. Et il dit que s'il y avait eu un autre train, là, il serait reparti parce qu'il s'est fait manger par les mouches noires. C'était pas croyable. Ça, il y en avait, hein, parce que c'était pas défriché. Mais les gens restaient, je pense, soit par goût ou parce qu'ils étaient obligés. Mon grand-père maternel, là, qui est venu ici, lui, il est retourné au Lac-Saint-Jean pour 1 an. Puis pour lui, c'était trop civilisé, ça. C'était trop calme, rangé. Puis il est revenu dans le Nord parce qu'il y avait de l'aventure ici. Souvenez-vous le premier rang que vous avez... Ah, s'il va prendre. Comment? S'il va prendre. Ça va descendre en dessus, là, c'est pas Chantez-moi ça encore, là. Chantez-la encore. Il va prendre, bien, ça va descendre en dessus, là, c'est pas bien, ça va y aller. On va jouer.
arrivé pas comme foreman, comme homme, hein. Et puis, mon foreman, mon contremaître, c'était en anglais. Mon compagnon, c'est en anglais. Moi, je comprenais pas d'anglais. Donc, dans ce temps-là, on mangeait sur l'ouvrage, on portait notre dîner. Eux parlaient anglais. Moi, je comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient. Et puis, à longue, là, je suis venu par comprendre. Et puis, ça commence tranquillement, tu sais, au fur et à mesure. Là, je parle pas bien anglais, mais je peux me débrouiller. Ce qui importe. Ah. Le peu que je tire me vaut de l'or. Ah oui, il n'y a pas d'erreur. Les autres parlent le français? Pardon? Ils ont appris le français, eux autres? Non. Les autres ne l'apprenaient pas, le français. Non. Pour pouvoir, par exemple, communiquer avec toi, là. Ah. Pourquoi ça? Ben, je pense que je dois savoir, je crois bien. Tu dis qu'on doit s'en douter? Dis-moi les dents, comment ça le savoir, moi, ce que t'en penses? Ben, je suppose qu'il n'était pas intéressé de l'apprendre, hein. Ensuite, il n'avait pas besoin non plus. Les Anglais, là, ils ont droit à leur opinion. Mais vous savez que l'Angleterre, là, quand ils ont pris le Canada appartenait à la France. Pourquoi le but qu'ils l'ont pris, tu ne sais pas plus que moi, c'était dans le but d'avoir une colonie de plus, hein? Bon. Et puis, la majorité, c'était des Anglais, venant d'Angleterre, aurait aimé, pas rien que prendre le Canada, prendre la langue avec. Ça, c'est clair. Ça nous prend des années, ça nous prend toutes nos ressources humaines, financières, pour obtenir nos droits. Puis ensuite, on l'a, il est trop tard, puis il faut toujours recommencer. Moi, c'est mon travail, Jean. Puis on me dit que je suis fanatique, puis je suis sûrement obsédée. Mais on s'est battu des années de temps pour avoir des écoles secondaires françaises. Ça a pris toutes les ressources de la communauté franco-ontarienne pour les obtenir. Quand on les a obtenues, c'était le gouvernement qui nous faisait un cadeau. La loi ne dit pas « vous devez construire des écoles françaises », ils disent « vous pouvez construire des écoles françaises ». Alors si le conseil scolaire décide que non, ils n'en construisent pas, ils n'en construiront pas. Ce qui arrive aussi, c'est que dans certaines régions, par exemple à Hearst, quand ils ont mis sur pied les écoles secondaires françaises, à Hearst, là, il y a plus de français que d'anglais. Il n'était pas pour laisser ça comme ça. Il y aurait eu un conseil scolaire où tu aurais eu 8 français puis 2 anglais. Alors là, ils ont ajouté un paragraphe disant que dans les régions où il n'y avait pas un minimum de 4 personnes du secteur public, selon la proportion de la population, la loi garantissait 4 personnes. Alors, dans les régions comme Hearst, ça veut dire que sur le conseil scolaire, tu as 6 représentants du secteur séparé, donc 6 francophones, puis 4 du secteur public, donc 4 anglophones. Il n'y a pas d'autre endroit où ils ont dit, où il n'y aura pas un représentant des écoles séparées parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens à des écoles séparées, là. Ils n'ont pas garanti de représentants francophones ou des écoles séparées sur les conseils. Pas plus loin, en tout cas, que la proportion de la population le justifiait, pas en plus grand nombre. Par contre, pour les anglophones, pour les écoles publiques, puis ça, c'est juste une autre façon de parler des Anglais, c'est garanti dans les régions où ils sont minoritaires. Alors, c'est 2 poids, 2 mesures. Quand c'est les francophones qui disent on ne peut jamais prendre une décision pour nos écoles françaises parce qu'on est toujours minoritaire sur le conseil, puis on est 1 ou 2 sur 16 ou sur 20, c'est ça, vois-tu. La démocratie. Une personne a un vote, vous élisez 1 représentant, 2 représentants, vous avez votre droit là, de parole sur le conseil, c'est à vous autres de les convaincre, c'est votre problème. Mais quand c'est arrivé pour les Anglais, ils leur ont garanti au moins 4 représentants. Alors, c'est toujours comme ça. 2 poids, 2 mesures.
c'est ma continuité. Comme moi, je continue ce qui est venu avant moi. Parce que si mes enfants restent ici, c'est possible qu'ils demeurent français. Mais l'impression que j'ai, c'est beaucoup plus que ça va être une nouvelle culture. Il y a déjà des gens ici que tu leur demandes de quelle nationalité es-tu, puis ils vont dire « je suis bilingue ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne le sais pas, moi, parce que pour moi, bilingue, c'est une habilité que tu as, c'est pas une nationalité, mais... Ben non. Mais de plus en plus, il y a des gens qui s'identifient au concept de bilingue comme étant une culture, alors que pour moi, ça n'en est pas une. Qu'est-ce que ça va devenir, là? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? J'ai l'impression que c'est une société en transition vers d'autres choses. Ça ne sera plus la société de mes grands-parents, là, où il y avait les Canadiens, puis il y avait les autres. Oui. Puis les Canadiens, c'était les Canadiens français, il n'y avait pas d'autre chose que ça. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont être? Quelle culture ils vont vivre? J'ai aucune façon de le prévoir. Tu sais. Demeurer au Québec, là, ben pour moi, là, mes enfants continueraient, là, ce qui a été commencé il y a 300 ans, puis 400 ans. Il y aurait une continuité qui me rendrait heureuse. Mais ici, dans le nord de l'Ontario, parce que ce que mes grands-parents sont venus faire ici, c'était de la continuation, prolonger le Québec, là, c'était le rêve du peuple canadien-français, du peuple canadien, de prendre possession de cette terre qui était la leur, puis d'en faire ce qu'ils voulaient que ce soit. Je suis pas sûre que mes enfants vont continuer ce rêve-là, vont continuer ce pays-là. Ben, moi, je suis pas d'accord avec toi pour que tes enfants vivent dans le Québec. Je suis pas là, hein? Je suis encore ici, mais... Ah, quand bien même. Moi, j'ai trouvé que pour mes enfants, j'ai été mieux de les élever ici dans la province d'Ontario, dans la province de Québec. Pour l'instruction, puis pour tout. J'espère pour dire. Hein? Parce qu'il n'aurait jamais voulu s'en retourner dans le Québec. Jamais. Mais moi, si Mes enfants étaient élevés comme dans la même culture que vos enfants ont été élevés, puis que moi, j'ai été élevée. J'ai resté à Moonbeam, c'est 90% francophone à Moonbeam. Oui. C'était plus que ça quand j'étais là. Ouais. Oui, mais... J'avais 15 ans avant de m'apercevoir que les Français étaient minoritaires en Ontario. Moi, je pensais que partout en Ontario, c'était français comme à Moonbeam. Ben non. Ben non, je te crois. Non, c'est sûr que c'est pas comme ça. Mes enfants, ce sera pas la même chose. Mes enfants, mon fils allait à l'école française l'année passée dans une classe de pré-maternelle. Il y avait 19 enfants. Il y avait seulement 3 enfants qui étaient de 2 parents francophones. Les autres étaient de parents mixtes ou étaient de 2 parents anglophones puis ne savaient pas un mot de français. Mon fils, qui ne savait pas un mot d'anglais quand il a commencé la pré-maternelle, il est sorti de là, il parle très bien l'anglais. Laissez faire. Puis les petits anglophones, eux autres, ils n'ont pas appris à parler français, malheureusement. Mais... Ça, c'est dans une école française.
un peu comme la Sagouine, là. Ben, elle savait, par exemple, ce qu'elle était. Moi, je le sais pas. Je pense qu'il faut que je dise que je suis franco-ontarienne parce que moi, j'ai vécu toute ma vie dans le nord de l'Ontario. Ça m'appartient. C'est mon pays. Je me sens pas aucune identification avec le sud de l'Ontario, là. Ça, c'est un monde à part. Mais le nord de l'Ontario, géographiquement, là, puis le monde qui vit ici, là, j'aime. Puis c'est moi. Mais je me sens pas du tout comme Canadienne française, là. Ça fait pas mal longtemps de ça. Quand j'étais jeune, là, j'avais le rêve là, d'un Canada bilingue d'une mer à l'autre. Là. Puis M. Trudeau, ça, c'était là, l'exemple parfait de ce que ça pouvait être, le Canada. Mais depuis ce temps-là, je me sens sans pays parce que je me sens pas vraiment québécoise. Et je pense que le Québec a fait un cheminement que nous autres, on n'a pas pu faire, on peut pas faire parce qu'on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas de frontières. Puis, j'ai l'impression que si j'allais vivre au Québec, j'aurais de la difficulté à m'adapter au Québec. Mais je me sens sans pays, comme francophone hors Québec, là. Plus de place. Dans mon travail, je me bats pour qu'on ait une place. Puis, si j'avais complètement abandonné sur le Canada, évidemment, je ne ferais pas le travail que j'ai fait là, mais tous les chiffres, toutes les statistiques, toutes les fois qu'on se fait refuser quelque chose, j'ai de la difficulté à croire qu'on va réussir. Et maintenant sur le chemin de glace, je vous dis que ça c'est pas des farces. Arrivé au beau petit ski là, autant en masse et pas peur. On s'entourne le corps qui est brisé, comme de raison faut le réparer. Si par miracle n'est pas foncé, on se lave un peu pour se coucher, et le lendemain matin, c'est toujours à recommencer. Oui, toujours à recommencer. J'ai rien contre les autres cultures. Mais nous autres, on s'est battus pendant 300 ans pour avoir ce qu'on a. Quand ils se seront battus pendant 300 ans pour avoir ce qu'ils veulent, ils l'auront mérité. Puis tout ce qu'on obtient, ils nous disent toujours que c'est un privilège qu'ils nous ont accordé. Puisque des droits, là, ça ne se donne pas, ça se prend. Puis même quand on réussit à les prendre, ils prétendent qu'ils nous les ont donnés. Ça marche pas, ça. C'est pas notre pays. Quand on va pouvoir prendre nos droits, puis qu'il n'y aura plus personne qui pourra nous les enlever, ben, ce sera notre pays. Hard living, it's hard living in our day. We're working to make a little bit of money, but we don't have the time to enjoy our pay. I'm working in a mill every day, and lots of guys are doing the same week. I guess they have the same problem with their pay. We're paying food and gas every day. We're paying tax and bills the same way. That's why we don't see the color of money. Hard living is hard living in our day. We're working to make a little bit
but we don't have the time to enjoy our fame. Our base rate is too small anyway. The company, they're going up. They're going up while we're staying down steady. When you're born small, there's one thing you can say: you never have a chance to make money, and that's the reason for us to stay that way. Hard living, it's hard living in our day. We're working to make a little bit of money, but we don't have the time to enjoy our fame. But we don't have the time to enjoy our fame.